Nouvelle semaine et très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Ouvrons-le par cette information brève. Après la rencontre ce lundi entre le chef d'État Félix Tshisekedi et Salva Kiir, les travaux ont commencé en bilatéral avec la participation du côté congolais de personnalités suivantes. Les hauts représentants des chefs de l'État, les directeurs des cabinets du président de la République, le vice-premier ministre de la Défense, le vice-premier ministre des Affaires étrangères et les ministres de la Communication et Médias. Du côté sud-soudanais, la délégation est composée des deux membres du gouvernement et du secrétaire général de l'EAC, Communauté des États d'Afrique de l'Est. Augustin Kabouya a reçu Christophe Mbosso dans les concernants de consultation. Après cet échange, le président de l'Assemblée nationale a déclaré: on a confiance au secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, qui est nommé informateur, et on lui fait pleinement confiance. Moi-même aussi, et tous les responsables politiques de notre pays. Il a toute notre confiance. Les détails avec Sadam Naloué. Que c'est la deuxième fois que nous nous rencontrons avec l'informateur. L'informateur a une mission et il continue sa mission. Aujourd'hui, c'était notre tour de venir pour la deuxième fois confirmer ce que nous lui avons dit la première fois en présence de tous les chefs de regroupement qui forment notre plateforme AACRD. Voici les 3 chefs de regroupement et nous avons de nombre important de députés, et bien nous sommes venus confirmer. Nous avons déposé nos documents à l'informateur. Nous rentrons aussi nous préparer conformément aux instructions que nous venons d'avoir auprès de l'informateur. Cette mission se poursuit. Le chef de l'État a dit il doit poursuivre la mission jusqu'à la fin. Ça se passe très bien. Il mène sa mission très bien. Pourquoi je dis très bien? Il consulte tout le monde, tous les partis politiques. Tous les partis politiques de ce pays. Il les consulte. Il ne tient pas compte de grands ou de petits. En tout cas, il consulte tout le monde. Et il le fait très bien. Ça, nous devons le dire. Vous saviez, dans les temps, on nommait d'informateurs, mais il y avait beaucoup d'agitation. Mais cette fois-ci, il y a du calme. Parce qu'on a confiance au secrétaire général de l'IDPS qui est nommé informateur. Donc, on lui fait pleinement confiance. Moi-même aussi. Et tous les responsables des partis politiques de notre pays. Il a toute notre confiance. Toujours dans le même registre, dans le cadre de la deuxième phase de consultation initiée par l'informateur et conformément à la nouvelle mission qui lui a été confiée par le président Félix Tshisekedi, c'était au tour du regroupement politique Alliance de forces démocratiques du Congo d'être reçu par Augustin Kabouya dans son quartier général. Conduit par son leader Modeste Bahati Lukwebo, ce regroupement politique a été informé des différents critères pour participer au sein du nouveau gouvernement. Propos recueillis par Sadam Naloué. L'informateur a reçu mission de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'abord d'identifier la majorité, mais aussi de formuler des propositions pour la composition du gouvernement. À l'étape d'aujourd'hui, nous avons pris bonne note des critères quant à la participation du gouvernement. Nous attendons que tout cela soit concrétisé. Et nous remarquons que le travail se fait convenablement et qu'il avance très bien. Notre souhait, c'est que, effectivement, le plus rapidement possible, le pays soit doté d'un nouveau gouvernement. Et nous, en tant qu'AFDC alliés, comme vous le savez, nous sommes l'une des grandes forces politiques de ce pays, avec 76 députés provinciaux et 30 députés nationaux. Donc ça fait 106 députés. Donc nous sommes une force sur laquelle le chef de l'État
ainsi que le peuple congolais peuvent compter pour redresser la situation sécuritaire, économique et sociale dans notre pays. Bien, je dois apprécier le travail qui a été fait. En peu de temps, il a pu remplir sa mission. Bon, moi-même aussi, je l'avais fait avant 30 jours. Je pense que le choix du chef de l'État a toujours été un bon choix. Parlons autre chose, l'Église catholique reste contre la peine de mort. Interrogé à ce sujet, Monseigneur Donatien Cholet s'est exprimé en ces termes. Depuis plusieurs années, la justice de notre pays est gangrénée par la corruption, les tracasseries, les trafics d'influence, les erreurs judiciaires, les règlements de comptes. Par ailleurs, nous assistons aux extractions et exécutions extrajudiciaires commises par des miliciers et des groupes armés ou des gangs de délinquants Koulouna sur des paisibles citoyens. Suivez cet élément. Plusieurs années, la justice de notre pays est gangrénée par la corruption, le trafic d'influence, les erreurs judiciaires, le règlement des comptes. Par ailleurs, nous assistons aux exactions et exécutions extrajudiciaires commises par des milices et des groupes armés ou des gangs de délinquants Koulouna sur les paisibles citoyens. Aussi, voyons-nous des actes meurtriers décidés de façon arbitraire par la justice populaire. Ces attitudes dénotent le manque de respect de la vie humaine. La culture de la mort fait son bon chemin dans les chefs de la population congolaise. Dans ces contextes, le rétablissement de la peine de mort vient renforcer la banalisation de la vie humaine. Nous rappelons que l'exécution de la peine de mort est une violation du droit à la vie défendu par l'Église en s'appuyant sur la loi divine. Tu ne tueras pas. Exode 23. Ceci est un ordre intimé à tous. Ce commandement « tu ne tueras pas » révèle qu'aux yeux de Dieu, la vie humaine est précieuse, sacrée et inviolable. En effet, Dieu lui-même s'est engagé à protéger Caïn, qui pourtant a tué son frère Abel. Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Genèse 4, 15. Personne ne peut mépriser la vie d'autrui, ni sa propre vie. Changeons de registre, enfin la RDC a désormais son usine de fabrication de kirdans à base de bambou. L'inauguration de l'usine a été faite par le ministre Désiré Birianze, ministre national de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises. Pour la première fois dans l'histoire, la République démocratique du Congo est en mesure de produire des kirdans. Le ministre congolais de l'industrie, Julien Paluku, se félicite de cette grande avancée. Suivez. Et à chaque fois que je lisais les réseaux sociaux, les gens me disaient, mais même les kirdans, vous ne savez même pas avoir une petite unité de fabrication de kirdans. Maintenant, je réponds à tous ces Congolais, à toutes ces Congolaises pour dire, désormais, comme on nous posait la question de savoir pourquoi vous ne faites pas la promotion de la production de kirdans, maintenant je demande à tous les Congolais d'acheter ces kirdans qui sont made in Congo. Que les gens n'aillent plus dans les supermarchés pour acheter des kirdans qui viennent de la Chine et d'ailleurs et qui créent de l'emploi ailleurs au lieu de créer de l'emploi chez nous. Donc c'est l'occasion d'interpeller toutes les Congolaises et tous les Congolais qu'à travers Mme Laetitia Mbayo, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a amorcé la chaîne de valeur des bambous. C'est-à-dire à travers les bambous, on peut faire autant de multiplications d'autres sous-produits, dont le premier qui est visible, ça s'appelle cure-dent. Et donc nous avons protégé la marque pour que quelqu'un d'autre ne vienne produire des cure-dents avec la même marque. Et donc c'est une marque, c'est une exclusivité qui est réservée à elle. Elle bénéficie de
tous les avantages liés au code des investissements, c'est-à-dire elle a des exonérations jusqu'à 4 et 5 ans. Et nous, au niveau du ministère de l'Industrie, nous allons pousser encore une fois les fonds de promotion de l'industrie à lui accorder d'autres financements pour accroître la capacité de production. Pour passer, par exemple, de 3000 boîtes produites par jour à 10 000, pour que nous nous rassurions qu'à l'horizon, peut-être 2 ou 3 ans, nous puissions capter la demande locale par l'offre locale. Et lorsque nous allons maîtriser la demande locale, nous allons prendre des mesures de restriction des importations. Et ces mesures sont notamment liées à des surtaxations. On peut surtaxer parce que pour respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce, on ne peut pas interdire comme tel, mais on met une quotité sur l'importation de ces produits-là pour que l'importateur trouve l'impossibilité de vendre sur le marché local et les pousser à acheter les produits locaux. Donc c'est autant de mesures que nous allons prendre au niveau du gouvernement pour accompagner cette jeune entrepreneur et inciter d'autres jeunes à venir vers nous. Je le dis toujours, les emplois publics ne résorbent jamais le chômage. Ce sont les emplois privés qui résorbent le chômage. Le gouvernement n'est là que pour créer les conditions aux privés de pouvoir faire leur travail. Donc bravo à Madame Laetitia Mbayo, bravo aux autres jeunes. Nous vous encourageons à lui emboîter les pas et nous allons vous accompagner par des mesures incitatives qui vous permettraient d'évoluer dans un environnement sain avec notre collègue de l'entrepreneuriat ainsi que celui du commerce extérieur. Rendons-nous en province, précisément à Béni, les différents modes de recrutement de jeunes dans les mouvements territoristes des ADF, MTM, tels est les thèmes d'une conférence débat tenue à l'université du CEPROMAD par l'armée congolaise à l'intention de la classe intellectuelle de Béni. Un reportage de nos confrères. Les modes de recrutement des terroristes islamistes MTM-ISCAP est le thème d'une conférence débat ce samedi 23 mars entre le porte-parole du secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord et les étudiants de l'université du CEPROMAD à Béni. Le capitaine Anthony Mwalushaï a, à cette occasion, approfondi les connaissances sur les mouvements terroristes islamistes MTM-ISCAP devant la couche intellectuelle de la ville de Béni. Nous avons compris qu'aujourd'hui, grâce aux opérations que nous menons sur le terrain, les ADF commencent à recruter non seulement les collaborateurs, mais aussi les combattants, parce que l'armée a diminué vraiment leur effectif. L'armée a infligé une perte totale dans le camp de ces terroristes. Alors, il faut maintenant éveiller la population. Nous sommes dans une période décisive où la population, surtout la classe intellectuelle de Béni, doit comprendre là où nous en sommes avec les opérations. Nous avons aujourd'hui choisi l'INIC comme site pour non seulement éveiller la conscience des intellectuels de Béni, mais aussi les élèves finalistes. N'oublie pas que ce groupe a besoin de jeunes, souvent qui sont manipulés par leurs collaborateurs pour intégrer les mouvements. L'objectif ici est d'épargner les jeunes des pièges des djihadistes dans les recrutements des combattants et collaborateurs dans la région de Béni. Très ému d'avoir eu de nouvelles connaissances sur ce mouvement qui a endeuillé plusieurs familles dans la région de Béni depuis une dizaine d'années, les participants ont exprimé leur satisfaction. Nous disons vraiment merci avec cette activité. On nous a montré le monde des recrutements. Le porte-parole de l'armée nous a appelés, nous la couche juvénile, de semer encore une solidarité avec l'armée. Cette activité a été importante chez nous. Nous venons maintenant de comprendre que via les moyens de recrutement, les ADF sont généralisés dans des différents pays, Tanzanie, Ouganda et partout, et voire même des Congolais. Il y en a en fait. Ici est de noter que la jeunesse est exposée au recrutement dans ces mouvements terroristes qui utilisent la ruse et le kidnapping comme méthode. D'une province à une autre, au Lualaba, le nouveau hôpital général de référence Mwageji va bientôt ouvrir ses portes. L'air est aux travaux de finissage, entre autres la mise de la deuxième couche de peinture et l'aménagement de l'esplanade. En initiant ce projet, l'honorable Masuka Saini a décidé de mettre fin à la précarité de ces domaines dans une province réserve nationale du cobalt en relayant la vision du chef de l'État, le président Tshisekedi, sur les plans sanitaires. Suivez.
Les travaux de construction de l'hôpital moderne Mwangeji tendent déjà vers la fin. L'heure est aux travaux de finissage. Selon le chargé des suivis de travaux au ministère provincial des infrastructures, sauf imprévu, dans 2 mois, l'ouvrage sera complètement terminé. Avec le bon cœur de notre voyante maman gouverneur, elle a voulu doter la province d'un bon hôpital pour que la population de Lualaba trouve dans cet hôpital des soins adéquats. Vraiment, c'est ce que je peux dire. Les travaux vont à pas de géant. Comme vous venez de voir, nous sommes à 92% de réalisation. Là, on est en train de mettre la peinture, donc la deuxième couche de la peinture. Et il y a eu encore des travaux qui se font ici. On est en train d'installer les garde-fous au niveau des escaliers. Et à l'extérieur aussi, il y a l'aménagement environnemental. Vous allez voir derrière le bâtiment, on est en train de mettre le pavé pour faciliter la circulation des malades ou des personnes soignantes quittant ces bâtiments pour aller à l'ancien hôpital. Construit sur une superficie de plus de 100 mètres carrés avec 2 niveaux, il dispose de plus de 90 locaux parmi lesquels les chambres de malades, les salles de réunion, de bureaux de médecins et autres. L'esplanade de cet immeuble sera bien aménagée avec un paysage couvert d'arbres, de la pelouse, avec de parkings et passages à piétons. L'hôpital général de référence Mwangeji, dans sa configuration actuelle, éprouve d'énormes difficultés d'hébergement et de matériel. Voilà qui a justifié la résolution de l'honorable Masuka Saini d'ériger cet immeuble moderne qui devra abriter la plus grande infrastructure sanitaire jusque-là du Lualaba avec de matériel de haute technologie de pointe, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prenons cette information au-delà de nos frontières. La Russie a lancé ce dimanche une nouvelle attaque massive contre l'Ukraine, ciblant la capitale Kiev et la région de Lviv dans l'ouest. D'autre part, la Pologne, membre de l'OTAN, a dénoncé la violation de son espace aérien par un missile russe. Suivez cet élément. Alertés en pleine nuit, ces habitants de Kiev ont trouvé refuge dans les couloirs du métro. Dans le ciel, le système de défense anti-aérien intercepte les missiles et les drones russes. En tout, selon l'armée ukrainienne, 43 engins ont été interceptés dans la nuit de samedi à dimanche, sur les 57 lancés en direction de la capitale et de Lviv, située complètement à l'ouest du pays. Un de ces missiles de croisière a violé l'espace aérien polonais pendant une quarantaine de secondes. Membre de l'OTAN, Varsovie exige des explications. Le missile a pénétré à hauteur du village d'Osordo, dans la voïvodie de Lublin, et a quitté l'espace polonais au bout de 39 secondes. S'il y avait eu une indication quelconque que l'objet se dirigeait vers une cible située sur le territoire polonais, il est évident qu'il aurait été abattu. Depuis plusieurs jours, la Russie vise les infrastructures énergétiques sur l'ensemble du territoire ukrainien. Selon le ministre de l'Énergie, il s'agit de la plus grosse attaque depuis février 2022. Notre plus grand défi est de protéger les régions proches du front, car la proximité avec l'ennemi leur permet d'utiliser des missiles balistiques. Les missiles balistiques sont très difficiles à intercepter, y compris pour les systèmes de défense antiaériens. Ce dimanche, Kiev annonçait avoir frappé 2 navires russes en Crimée, ainsi qu'un centre de communication et d'autres infrastructures utilisées par la flotte russe en mer Noire. Parlons sport avant de boucler complètement cette édition du journal. L'AS Dauphin Noir a été battu à domicile 1-2 par le FC Saint-Éloi Lupopo dimanche 24 mars 2024 au stade de l'Unité de Goma en match compta pour la poursuite normale du play-off du championnat de première division de la Ligue nationale de football. Après un début de match équilibré, les cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo ouvrent le score à la 42e minute par les trichements de Georges Paulé. Suivez. 4 jours après sa précieuse victoire aux dépens de l'AS Maniema Union, le football club Saint-Éloi Lupopo a enchaîné un 2e succès d'affilée en play-off sur le terrain de l'AS Dauphin Noir ce dimanche 24 mars 2024. Lupopo enchaîne les matchs et les compositions d'équipe s'essuivent sans se ressembler. Par rapport au 11 de départ de jeudi dernier à Kindu, l'entraîneur Mohamed Magasuba a effectué 3 changements.
Dieu-Béni Dongala, Issifou Bourana et Quartier Ndembele remplacent Luison Sefou, Jonathan Mokonzi blessé et Orso Mwakumalanga suspendu. Avant l'ouverture du score, les Cheminots ont eu 2 occasions franches. À la 7e minute, Ndembele est trouvé dans le dos de la défense adverse. Le Malien remise de la tête pour Mika qui envoie le cuir au-dessus de la barre transversale. Ensuite, Mike Harvey aussi était à la demi-heure de jeu. Le Brazzavillois oblige Lunanga à s'employer pour dévier une frappe qui prenait bien la direction du but. En réponse, Issifou Bourana intervient dans le dos de Kanza et écope d'un carton jaune. Le coup franc dans la foulée est mal négocié. À 2 minutes de la pause, Quartier Ndembele obtient un corner après un geste technique de classe. Le corner est déposé sur la tête de Georges Mpolé qui catapulte la balle au fond des filets. Le score de 0 but contre 1 va accompagner les 2 équipes au vestiaire. Les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué ne vont pas se recroqueviller en 2e période. Georges Mpolé va même une nouvelle fois pousser Lunanga à se déployer pour éviter le 2-0 à la 68e minute. 11 minutes après, les locaux vont profiter d'un petit flottement dans la défense du Football Club Saint-Éloi Lupopo pour égaliser à travers Lompala Bokamba. Auteur d'un match remarquable, le Tanzanien Georges Mpolé, pour son doublé, va allier classe et maestria pour envoyer Lunanga chercher le cuir au fond des filets, au plus grand bonheur du club jaune et bleu. Toujours en sport, ni vainqueur ni vaincu entre les CS Don Bosco et l'AS Vita Club dimanche 24 mars 2024 au stade TP Mazembe de Kamalondo. En match comptant pour la poursuite normale du play-off du championnat de la première division de la Ligue nationale de football. Malgré quelques occasions de part et d'autre tout au long de la partie, les cases de 2 gardiens sont restées inviolées, 0 but partout, score au coup de sifflet final. Un résultat qui ne profite pas à l'AS Vita Club. Piana avec Jonathan Kengalombo. La passe de Jonathan Kengalombo, c'est très bien combiné. Et les gars, Kanga qui frappe. Ike Uchudi, le portier, a bien suivi l'action jusqu'au bout. Cet après-midi, Idriss Kisha qui envoie la balle devant. Attention, ça traîne. Oh là là, il y avait 3 joueurs du Don Bosco. Heureusement, il y a Ekofo devant Joyce Samampeko. Il trouve son équipe Kimbutu. Voilà. Il a bien tenté de pénétrer. Il est bon, balle au pied, pendu, ça peut jouer Samampeko. Le centre de Joyce Samampeko, second poteau, les gardiens, Ike qui va se télescoper avec son coéquipier. Vungu qui renvoie la balle de l'autre côté. Zeleko font une touche. Attention, l'amorti de la poitrine. Il va avancer, enchaîner cette occasion. Et c'est donc la pause ici au stade TP Mazembe. 0 but partout entre le cercle sportif Don Bosco et l'association sportive Vita Club. Attention, le centre à suivre au premier poteau. Et c'est un corner parce que ça a été touché par le joueur des cercles sportifs Don Bosco. Le centre effectué. Et c'est renvoyé par les gardiens Farid Ouedraogo. Et la tentative empêchée par Joyce Samampeko. Konga Basila Mukandila Ferdinand. Le centre des Mukandila Ferdinand. C'est pour les gardiens de but Farid Ouedraogo. La relance au cœur de jeu. Elim Panzu. Avec Jonathan Kengalombo. Elim Panzu. Eli, le centre des Panzu. Elim Piana Mondindi de la poitrine. Il tente ce geste difficile. Pas de faute sur Piana Mondindi dans cette surface. Pour son coéquipier Panzu Eli. Elim Panzu pour Jonathan Kengalombo. Kengalombo Capella. Kengalombo qui va tenter de percer. Il est dans la surface de Kengalombo Capella. Pour qui? Son coéquipier juste à l'entrée de cette surface de réparation. Sam Samanga. La longue balle de Samsa pour Panzueli. Une dernière action peut-être pour Vita Club. Panzu qui va tenter d'avancer. Le centre des Panzu c'est trop soulevé ou encore trop forcé de la part des Panzueli. Et c'est terminé, 0 but partout entre le cercle sportif Don Bosco et l'association sportive Vita Club dans ce match de la 5e journée des playoffs ici au stade de TP Mazembe.
Nous voilà arrivés à la fin de cette édition qui a été supervisée par Sadam Naloué et derrière la caméra Salomon Goy. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.